Bonjour, et j'avais une question. Comment tu as été contacté par le réalisateur pour participer au documentaire? Excel, on s'était croisé déjà à pas mal d'événements et notamment à travers les grèves pour le climat et Youth for Climate. Du coup, il savait que j'existais, grosso modo, mais pas plus que ça, quoi. On n'était pas potes ou quoi que ce soit. Et de base, dans le film, il devait juste y avoir Bella. Et ensuite, il a voulu avoir un deuxième personnage et il voulait une complémentarité entre nous deux. Aussi bien en termes de genre que de classe sociale, ou même par rapport à toutes les formes d'oppression en réalité. Par exemple, mes parents, ils sont pas d'origine française, alors que elle, ses parents, ils sont nés en Angleterre, quoi. En termes de classe sociale, elle vient d'un milieu plus privilégié, alors que moi, non. Ils voulaient aussi cette complémentarité-là. En plus de la complémentarité aussi qu'on avait en termes de lutte, puisque elle avait plus hum, l'idée d'une nature qui serait à protéger de l'humain, enfin, une vision presque misanthrope, quoi, comme elle le dit. Et moi, j'avais plus l'aspect changement climatique, avec aussi cet héritage des luttes sociales qu'on a plus en France, quoi. Merci. Oui, bonjour. À partir de quel moment tu as eu ce déclic par rapport à cette situation climatique et même par rapport à l'environnement? Quand est-ce que ça a commencé à t'intéresser vraiment et quand est-ce que tu t'es engagé du coup? J'ai pas forcément eu un déclic. C'est une question qu'on me pose souvent, mais je pense que c'est plus une forme d'évolution perpétuelle. Mon premier engagement collectif, ça a été les grèves pour le climat. Avant, je faisais mes trucs à ma petite échelle, quoi, mais c'était pas plus que ça. Et ensuite, à partir des grèves pour le climat, on rencontre d'autres gens et donc ça nous invite à plus nous engager. On va aller se renseigner, écouter des podcasts, lire des bouquins, tout ça. Et petit à petit, c'est une évolution perpétuelle, quoi. C'est pas on passe du blanc au noir d'un coup. Merci. Et je vous le repasse après. Oui, bonjour. Voilà, je suis ni personnel de l'université ni étudiante, mais voilà, je voulais saluer ce documentaire magnifique. La semaine dernière, j'ai vu Bigger Than Us de Flore Vasseur, donc ça complète en fait aussi Animal et vraiment c'est très très important. Je pense que ce soit diffusé dans les universités. En fait, voilà, je voulais juste dire un petit témoignage. Voilà, je travaille à France Université et je m'occupe des transitions écologiques et sociétales depuis 12 ans. Et vous parliez dans le documentaire du lien social qui est essentiel. Alors, il y a deux choses qui font qu'aujourd'hui, on a une reconnaissance par l'État de notre engagement. C'est que depuis 12 ans, je travaille avec une communauté sur tout le territoire, à la fois de référents, mais aussi avec la jeunesse et avec les réseaux étudiants et les réseaux de jeunesse. Et sans votre engagement, en fait, les annonces qu'a faites la ministre la semaine dernière, la ministre de l'Enseignement supérieur, n'auraient jamais eu lieu. Donc merci beaucoup d'être là. Et je voulais dire aussi à tous les jeunes qui sont là qu'il y a des réseaux étudiants qui existent. Il y a Pour un réveil écologique, il y a le RESES, il y a plein de réseaux en France. Il y a des associations environnementales aussi à Sorbonne Nouvelle. Donc engagez-vous parce que les connexions, c'est par les connexions qu'on retrouve de l'espoir et qu'on a envie et qu'on se donne les moyens d'agir. Donc je voulais savoir aussi, vous en êtes par rapport justement à toutes ces connexions dans votre vie en tant que... Peut-être vous êtes étudiant ou actuellement... Qu'est-ce que je fais aujourd'hui en termes d'engagement, en gros? Voilà, où vous en êtes aujourd'hui. Ok. Peut-être que déjà, je peux expliquer un peu l'évolution par rapport à avant le film, si ça peut être intéressant. Et en fait, moi, je pense que, aussi bien Bella que moi, on est un peu passé d'une posture que j'appelle environnementaliste à une posture plus écologiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que là, je balance juste des termes comme ça. L'environnementalisme, pour moi, c'est une posture qui consiste à voir la nature comme une entité qui serait extérieure aux humains et qui serait essentialisée et qui, pour reprendre un terme de Pierre Bourdieu, serait une adversaire complice de l'idéologie du système économique actuel qui consiste à voir la nature comme une simple matière inerte à exploiter. La manifestation la plus contemporaine de l'environnementalisme, c'est aussi une forme de hiérarchisation des luttes, où on considère que la lutte contre le changement climatique et la protection de cette nature extériorisée et essentialisée serait supérieure à d'autres formes de lutte, comme la lutte contre le racisme, contre le patriarcat, contre l'aliénation au travail, plein de trucs comme ça, quoi.
Et l'écologie, qu'est-ce que c'est? L'écologie, historiquement, c'est d'abord une science qui étudie les relations à l'intérieur du monde vivant et entre le vivant et son milieu de vie. Donc l'écologie en tant que lutte, on devrait la définir comme une manière de repenser et d'acter des relations nouvelles qui seraient libérées et libératrices entre le vivant non humain et le vivant humain, donc entre le vivant non humain et les humains, mais aussi entre les humains. En gros, c'est défaire toute forme de relation aliénante pour en construire de nouvelles. Pour reprendre une formule de Baptiste Morisot, que vous voyez dans le film et qui pour moi a été l'une des rencontres les plus marquantes, et je vous conseille absolument quasiment tous ses livres, on pourrait dire que c'est une manière d'ajuster nos égards, d'ajuster nos formes de considération selon les manières d'être vivant de chaque espèce, de chaque être, etc. Et du coup, en pratique, ça fait déjà que j'ai arrêté de me centrer simplement sur le changement climatique. Et moi, ce qui me parle pas mal aujourd'hui, c'est de créer ce que j'appelle des espaces écologiques, donc des espaces où on peut avoir des types de relations comme j'ai défini à l'instant. Donc, en milieu plus rural, ça pourrait être aussi bien s'investir dans ce qui concerne l'agroécologie ou, par exemple, les forêts en libre évolution. Je ne sais pas si certains connaissent. C'est une association qui s'appelle l'ASPAS, ASPS, qui fait ça. En gros, c'est laisser libre cours aux dynamiques propres des vivants qui habitent dans la forêt, sans être dans une logique où on va exclure l'humain, c'est-à-dire que l'humain peut y aller, se balader, tout ça, mais sans faire d'exploitation, de chasse, tout ça, quoi. Et ça, ils le font par de l'acquisition foncière. Donc, ils rachètent des terrains. En milieu plus urbain, ça peut être, par exemple, tout ce qui concerne le Grand Paris et les JO 2024. Il y a plein de luttes autour de ça parce que ça va amener plein de destruction d'endroits, notamment en Seine-Saint-Denis. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler des jardins d'Aubervilliers. Mais en gros, c'était des jardins qui étaient du coup historiquement ouvriers à Aubervilliers, donc commune plutôt populaire et avec très peu d'espace vert, quoi, plutôt très artificialisé. Et ces jardins ont été détruits, arrachés pour construire un solarium, donc un centre de bronzage pour les athlètes des Jeux 2024 et aussi pour les habitants à terme. Sauf qu'évidemment, le centre de bronzage, il va coûter plutôt cher et ce ne sera pas pour les habitants des quartiers populaires, quoi. Bon, du coup, la justice est revenue dessus et a suspendu les travaux. Sauf que bon, les jardins, ils sont déjà détruits, quoi, donc ça va mettre beaucoup de temps pour revenir. Et mais n'empêche que quand même le solarium ne va pas être construit et sur du long terme, on peut quand même avoir de la régénération. Donc ça montre que cette lutte-là a été efficace de ce point de vue-là. Mais ça montre aussi la connexion entre les luttes sociales et les luttes qu'on a tendance à qualifier d'écologiques d'habitude. C'est-à-dire que ça va aussi produire des dynamiques il va y avoir énormément de dynamiques de gentrification avec tout ça, avec une hausse des prix des loyers, etc. Donc c'est hyper intéressant de ce point de vue-là, toutes les luttes liées au Grand Paris et au JO, ou sinon ça peut aussi être par exemple des maraudes, donc simplement, aller chercher des invendus dans des boulangeries, des trucs comme ça pour les redonner à des gens qui sont dans le besoin, quoi. Y a plein de trucs à faire. Nous typiquement avec des potes on essaie de faire des maraudes dans des quartiers où il y a beaucoup de gens qui sont à la rue, dans des camps de migrants, etc. Et donc ça permet à la fois de lutter contre le gaspillage alimentaire et à la fois de manière hyper concrète et efficace, ça aide des gens à se nourrir, quoi. Mais en même temps, de l'autre côté, il ne faut pas non plus abandonner le système politique parce que certains candidats de gauche qui ont perdu les élections, c'est toujours mieux que Zemmour, quoi. Et par rapport aux grèves pour le climat, je pense qu'à l'époque, on était aussi dans une forme de naïveté politique, dans le sens où on croyait que le simple fait de descendre dans la rue, ça allait changer les choses, comme si les mouvements sociaux n'avaient pas existé, alors que, et qu'on pensait qu'il fallait juste que les décideurs comprennent la réalité. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas tellement un problème de compréhension, mais plus de rapport de force, dans le sens où cet assistant parlementaire qui nous fuit au Parlement européen, il a complètement la connaissance sur le sujet. Claire Nouvian, elle a essayé de lui parler des centaines, voire des milliers de fois, mais il l'a fui en permanence parce que il sait très bien ce qu'il fait, mais il le fait pour des intérêts économiques et politiques. C'est simplement ça. Et de la même manière, on sait très bien aujourd'hui que les grandes multinationales des énergies fossiles produisaient des rapports déjà dans les années 70 sur le futur changement climatique qui aurait lieu, et ils avaient presque la même précision que les rapports du GIEC. Donc ça montre encore une fois que la connaissance, ils l'avaient. Et de la même manière, quand on entend des discours plus sur des thématiques sociales, ou qu'on entend par exemple qu'il n'y a pas de violence au travail, on voit par exemple les images de cet éleveur, il est victime de violence au travail, pareil de récits d'ouvriers qui sortent avec le dos broyé de l'usine, etc. Ça existe,
mais on fait comme si ça n'existait pas parce qu'il y a des intérêts économiques et politiques qui prévalent. Pour l'écologie, en fait, c'est la même chose. Je pense que les décideurs politiques et économiques connaissent la réalité, ou en tout cas, plutôt, enfin, ils l'appréhendent plutôt bien, quoi. Mais qui font comme s'ils l'ignoraient, parce que il y a des intérêts économiques qui prévalent. Et je pense que ça, c'est hyper important de comprendre ça pour ensuite choisir des bons modes d'action. Sans vouloir être trop indiscrète, est-ce que tu sais déjà ce que tu veux faire plus tard, ou est-ce que ça a changé lorsque tu as commencé à jouer dans ce film? Enfin, est-ce qu'il y a un avant, après? Ouais, déjà de base, je voulais plutôt faire de la climatologie, tout ça. Aujourd'hui, pas forcément. Enfin, là, je suis en 2e année de licence dans une licence qui s'appelle Sciences pour un monde durable à Paris Sciences et Lettres, PSL. Et là, je pense que je veux plutôt travailler sur des questions qui ont un lien avec le vivant non humain, je pense. Donc soit de l'écologie, genre écologie de la conservation, ou agroécologie, ou alors par exemple de l'anthropologie, des relations hommes-animaux, des trucs comme ça, quoi. Mais je ne sais pas encore exactement. Bonjour. Est-ce que vous pensez que réellement, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, il y a un réel changement qui est possible ou pas? Oui, mais à condition de changer les structures de la société. Oui, mais sans que ce soit radical, parce que moi j'ai l'impression qu'il faudrait une solution radicale, que tout le monde, que chaque individu change sa façon de consommer, mais ça paraît impossible de faire quelque chose de radical comme ça. Il faut évidemment changer ce qu'on peut à l'échelle individuelle. Ce qui a le plus d'impact, c'est notamment tout ce qui est transport. D'ailleurs, nous, on s'est questionné pas mal par rapport au fait qu'on a pris l'avion pour faire un film écolo, quoi. Mais on s'est dit que on faisait pas ça juste pour passer nos vacances à l'autre bout du monde, et qu'on espère que l'impact final serait positif par rapport à ça. Mais sinon, les transports et le fait de consommer des produits d'origine animale, c'est ce qui a le plus d'impact. Il faut toujours essayer d'avoir des ordres de grandeur pour pas faire des trucs qui ont finalement... Enfin, mettre beaucoup d'énergie dans des trucs qui ont peu d'impact, entre guillemets. Mais évidemment, il ne faut pas non plus... C'est Cyril qui a l'habitude de dire ça. Il ne faut pas non plus céder au petit concours de pureté de qui est le plus parfait entre nous tous, parce que pendant ce temps-là, le système économique ne change pas du tout. Donc il faut faire ce qu'on peut à notre échelle, mais en même temps s'investir dans des collectifs pour essayer de changer les structures sociales et économiques, quoi. Et faire pipi sous la douche pendant que les jets privés roulent comme si de rien n'était, ça n'a pas grand intérêt, en effet. Merci. Bonsoir. Alors, je sais que le film n'est pas très vieux, mais en 4 ans, il peut s'en passer des choses quand même. Donc, je voulais te demander si tu avais l'impression que, au niveau climatique, de l'engagement pour le climat, est-ce que les lignes ont bougé? Est-ce qu'elles ont reculé, avancé? Comment est-ce que tu perçois ce qui a changé? D'un point de vue politique, j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment un changement de paradigme. Par contre, j'ai l'impression quand même que la question du vivant ou de la biodiversité, même si le terme de biodiversité peut avoir certaines limites, a eu plus d'importance, ou en tout cas a pris plus d'importance ces dernières années et ces derniers mois. Je pense qu'il y a 4 ans, on s'en foutait un peu, et moi le premier, quoi. Ok, merci. Bonjour, merci aux organisatrices, aux organisateurs de cette manifestation qui permet de pouvoir assister à ce film que je découvre et qui m'a emballée réellement. Il y a un passage qui m'a particulièrement frappée, c'est l'Inde et le plastique. Et dans le film, vous dites... Enfin, vous, les uns et les autres, peut-être, vous dites, c'est très bien, on participe, on nettoie. À mon avis, ça doit être une expérience qui fait quelque chose,
enfin, chacune des expériences que vous montrez, en fait, c'est très marquant. Mais qu'est-ce que vous pensez du tri du plastique ici et quels sont comment on fait pour nettoyer notre société française, comme cet homme qui vous embarque sur la plage et qui a une action réelle, directe sur sa société, parce qu'il dit, bon, ben, on nettoie, voilà, on y va, on met les mains dedans et tout ça. Qu'est-ce qu'on fait ici, à part des... Alors déjà, je pense que l'un des principaux problèmes, enfin, la raison pour laquelle il y a ça là-bas, c'est surtout parce que les pays occidentaux renvoient leurs déchets là-bas, dans les pays pauvres. Ce qui fait qu'il y a d'énormes décharges dans les pays pauvres. Même si en Inde, il y a aussi le fait que dans les bidonvilles, par exemple, il n'y a pas de système, enfin, il n'y a pas de camion poubelle, quoi, grosso modo. Il n'y a pas des éboueurs qui passent. Ensuite, pour la question de la France, évidemment, il faut améliorer le tri, le recyclage, tout ça, notamment dans les espaces publics. Et que je pense qu'en effet, ça a un intérêt de nettoyer des forêts ou des trucs comme ça. Mais je pense que, par exemple, en milieu urbain, c'est souvent des trucs qui sont déjà réalisés par les services de la ville. Et donc, je pense que ça a plus d'intérêt de consacrer son énergie là où il y a un plus gros manque, quoi. Typiquement, là, tout à l'heure, je parlais des maraudes. Typiquement, il y a des campements où il y a des centaines de gens qui ne mangent pas s'il n'y a pas des gens qui passent leur distribuer de la nourriture, quoi. Ou même qui ont besoin d'équipements pour dormir, parce qu'il y en a qui dorment vraiment par terre. C'est des trucs complètement insalubres, quoi. J'ai une autre question. Alors, j'ai une autre question qui est sur le politique, puisque vous avez dit, vous êtes maintenant en master, en licence, pardon. Vous êtes en licence, donc vous vous destinez à une carrière scientifique, et puis vous avez aussi quand même un peu parlé de politique, parce que il y a l'histoire, si on veut changer les choses, on peut tous faire ce qu'on peut dans notre coin, et puis le système, comme l'explique l'économiste, continue à tourner parce qu'il se base sur le PIB, la croissance, etc. Et politiquement, vous, comme jeune Français, vous pensez qu'on peut faire quoi ici de plus? C'est compliqué parce que les élections sont déjà passées et que là on en a repris pour 5 ans, quoi. Mais sinon il faut essayer de soutenir les mouvements sociaux. Et je sais pas si vous connaissez la chaîne, les vidéos d'Usul sur Mediapart, mais sinon je vous conseille vraiment d'aller voir ça, notamment la dernière vidéo qu'il a sortie où il y a un extrait avec Édouard Philippe qui dit en fait qu'ils essayent de faire, en gros il dit on essaie de faire telle réforme, ça passe, on pense que ça va pas passer mais ça passe, on fait telle réforme sur les cheminots, on se dit c'est pas possible parce que les cheminots sont super syndiqués, etc., ça va pas passer mais ça passe. Et en fait à chaque fois ils essayent de, c'est un petit jeu, quoi, on essaye de voir jusqu'où ça passe. Et là la taxe carbone, mince, c'est pas passé, donc ensuite on attend un peu puis après on recommence, quoi. Et justement, là, le seul moment où c'est pas passé, c'est même pas tellement quand il y a eu des grèves qui ont paralysé un peu le pays. Par exemple, la réforme des retraites, ça a, quand il y avait le grand mouvement social en 2019-2020, ça a quand même pas mal paralysé le pays, mais c'est quand même passé par 49.3. Donc, en termes pour changer les décisions politiques aujourd'hui de dans notre situation, je pense qu'il faut essayer de soutenir les mouvements sociaux et surtout aussi les mouvements sociaux spontanés. Par exemple, les Gilets jaunes, c'est ce qui s'est produit. Le pouvoir a vraiment eu peur de ce qui s'est passé, quoi. Notamment parce que ça a attaqué les Champs-Élysées, les grandes institutions économiques, etc., quoi. En fait, tant qu'il n'y a pas de déstabilisation potentielle du pouvoir politique et économique, il n'y aura pas de changement politique. Bonsoir. Alors déjà, merci beaucoup pour ce film, qui était très beau. J'aurais 2 questions, je vais revenir un peu sur le film en lui-même. Déjà, je vais revenir sur l'éleveur de lapins. Est-ce qu'en off, il vous a dit, est-ce qu'il s'est un peu plus ouvert sur les questions que vous lui avez posées? Ouais, en fait, on est resté en contact avec lui. Donc il faut savoir que lui, il veut sortir de son élevage intensif, mais qu'il a plus de 200 000 euros de dette, quoi. Donc rembourser 200 000 euros de dette avec 350 euros par mois, il faut cotiser pendant longtemps, quoi. Effectivement. Et après le film, il a même reçu des menaces de mort, d'ailleurs,
parce que juste c'est vraiment il y a personne qui ose parler parce qu'il y a vraiment un règne par la peur dans le milieu, quoi. Et il me disait aussi que la plupart des éleveurs qu'il connaît et qui sont dans l'élevage intensif comme lui, quoi, ils ont envie d'en sortir mais qu'ils peuvent pas parce qu'ils sont pris dans des engrenages infinis. Parce que 350 € par mois, quand il y a un petit coup, quand il y a un petit problème, on est obligé de s'endetter auprès de la coopérative, et à la fin, il faut rembourser la coopérative. Et la coopérative a fait des fausses promesses à quasiment tous les éleveurs qui sont engagés là-dedans. Donc ça montre bien qu'aujourd'hui, il y a une espèce de faux dualisme qui s'opère dans le champ politique et médiatique. Et en soi, je pense que les assos animalistes, etc., ils contribuent aussi en partie, en opposant d'un côté les éleveurs et de l'autre côté les écolos, les pro-bien-être animal, etc. Alors que Laurent, ce mec-là, c'est un allié dans notre lutte. Et c'est hyper important aujourd'hui de casser ce faux dualisme qu'on opère. Et je pense que moi-même, avant de le rencontrer, j'avais un peu cette idée en tête. Ouais, ça sentait qu'il y avait un peu une ambiance mafia là-dedans. Deuxième question. Comment dire ? Est-ce qu'il y a eu des rencontres, des séquences qui n'ont pas pu se faire ou qui ont été coupées au montage que vous regrettez ? Ah, que je regrette. Juste par rapport à la question d'avant, du coup, aujourd'hui, une mesure politique qui serait super efficace et qui serait en soi populaire parce que ça dérangerait personne, c'est juste permettre aux éleveurs en intensif qui veulent sortir de là, de sortir de là, quoi, que l'État fasse des crédits à la reconversion agricole. Par exemple, Laurent, il aimerait bien faire de la permaculture, ce serait son grand kiff, quoi. Juste si aujourd'hui on proposait ça, il y a plein d'élevages intensifs qui fermeraient. Et du coup, pour répondre à votre question, non, pas forcément. De toute façon, on est obligé de faire des choix. La première fois que j'avais vu le film, j'étais en mode ah ouais, quand même. J'ai l'impression qu'il y avait un grand manque, quoi, parce que bon, je suis pas habitué à ce qu'on fasse 6 mois de tournage et qu'ensuite on regarde 1h30 et on se dit putain, il y a rien, quoi, presque. Mais en fait, il y aura aussi une suite a priori avec tout ce qui a été coupé, parce qu'il y a la moitié des gens qui ont été coupés en réalité. D'accord. Y compris des gens qui ont qui ont une grande notoriété comme Philippe Descola, qui parlait du dualisme nature-culture, etc. Mais on était obligé de faire Cyril était obligé de faire des choix. Moi, j'ai pas fait de choix. Merci beaucoup. Pas de souci. Bonsoir, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir échanger avec nous, en plus de votre licence et tout ça, donc merci vraiment. Merci pour le film qui est effectivement très, très touchant. Alors moi j'avais 2 questions très différentes l'une de l'autre. La première, précisément sur le film, en tant que forme, en fait, c'est-à-dire il mêle à la fois, comment dire, de l'information et de l'émotion. Et vous étiez assez jeune, en fait, quand vous y avez participé. Ouais. Et donc, est-ce que vous aviez conscience de ça ? Par exemple, cette fameuse scène avec l'éleveur, on comprend assez bien qu'en fait, il y a les lapins dans la cage, mais lui, il est aussi dans une autre forme de cage. Ouais, et donc, ça fonctionne comme ça. Et vous aviez un peu conscience de participer à ça, ou vous aviez un jeu spontané, en fait, c'est ça la question ? Oui. C'était un peu Non, scénarisé. on lisait pas, on n'avait pas de script. Non, mais sans aller jusque-là, mais vous étiez associé un peu à la construction du film ou pas ? Oui, il nous avait demandé, mais moi, comme j'ai dit au début du film, moi j'étais très très centré sur le changement climatique et j'avais un peu de connaissances sur les luttes sociales, etc. Mais ce qu'on peut appeler le vivant aujourd'hui, je savais rien, quoi. Donc, ouais, je pense qu'il nous avait proposé, mais moi j'étais en mode, j'ai pas d'idée, quoi. Aujourd'hui, si on refaisait la même chose, je pense que ça serait différent et que moi je serais en mode, non, mais je pense qu'il faudrait mettre ça ou peut-être ça. Et ensuite, dans la partie montage, il y a certains trucs où moi j'étais en mode, ouais, ce mot-là, il est pas fou, peut-être qu'il faudrait mettre celui-là. Et que je regrettais certains trucs que j'avais dit à l'époque parce que, en lisant, on gagne en maturité politique, philosophique, etc. Donc, voilà. Et alors la deuxième question, c'est que vous dites là, dès le début du film, il faut comprendre avant d'agir, et puis en même temps, agir permet peut-être de comprendre d'autres choses, et donc il y a un cercle comme ça vertueux. Et là, en quoi votre expérience d'étudiant a été une expérience de ce point de vue-là ? Parce que vous arrivez avec des connaissances à acquérir, que vous n'avez pas et que vous allez acquérir en faisant vos études, et en même temps, vous n'arrivez pas comme
n'importe quel étudiant. Vous avez eu la chance de rencontrer vraiment plein de gens directement. Et alors, quel regard ça vous permet de porter justement sur vos études? Il ne s'agit pas de dire, voilà, cette formation est bien et pas bien, mais voilà, qu'est-ce que ça a pu mettre en mouvement? Parce qu'on est quand même à un moment, alors c'est peut-être l'enseignant qui parle, mais où il y a malgré tout, d'un point de vue institutionnel, pas mal d'initiatives qui sont prises pour renouveler les enseignements. Ben, il y a les recommandations du rapport Jouzel, etc. Non? Donc comment vous vous situez, vous, à la fois en tant qu'étudiant lambda qui allait apprendre voilà, quelque chose, et puis avec votre statut un peu particulier? Moi, je dirais que, évidemment, enfin, après, ça dépend des cours, parce que ça dépend aussi de mes centres d'intérêt, quoi. Moi, j'avoue que la physique, ça m'a saoulé très rapidement. Mais, oui, évidemment, j'ai appris plein de trucs. Bah, hier, j'étais dans la forêt de Rambouillet avec Laurent Tillon, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'occupe de la biodiversité à l'ONF, notamment. Et en fait, il se trouve qu'en discutant en essayant de comprendre le fonctionnement de la forêt, quoi, et les aménagements qui avaient été faits là, on utilisait les concepts que j'avais vus 2 semaines avant en cours d'écologie, quoi. Donc ça a un réel intérêt. Et même les cours de sciences sociales qu'on a, pour moi, c'est hyper important. Mais je pense qu'on manque quand même de théorie critique globalement. Et je pense que c'est pas quelque chose qui est, c'est pas un problème qui est réservé à notre licence ou à notre université, je pense. Vous n'avez pas d'idée comme ça sur des choses qui manquent, par exemple? En fait, c'était un peu le... Ah si, moi, typiquement de l'économie critique. On n'a pas d'économie politique, par exemple. On a de la microéconomie, de la macroéconomie. On a d'autres cours d'économie, mais on n'a pas d'économie politique, d'histoire de théorie économique un peu. Et de sciences sociales plus traditionnelles peut-être aussi. On en a l'année prochaine. Oui, moi j'avais une question par rapport aux inégalités à l'échelle de la planète. Et je me demandais si les personnes que vous avez rencontrées, notamment en Inde ou dans d'autres pays du Sud, comment ils se sentaient par rapport à ce fait que les pays les plus riches, les pays du Nord, polluent beaucoup chez eux. Et du coup, voilà, je me demandais comment ils appréhendaient cette question des inégalités environnementales. Je pense que c'est une réalité qu'ils ont complètement assimilée, quoi. Et en Inde, Afrocha, il était totalement dans ce truc-là quand il nous disait que les Occidentaux, juste vous tweetez des trucs quand vous n'êtes pas content, mais il faut un peu sortir de ça et se remettre en question et aller réellement agir pour faire changer les choses, quoi. Et c'est aussi, en tant qu'étudiant et étudiante, un des grands enjeux pour nous, de ne pas juste faire de la branlette intellectuelle, entre guillemets, et de connaître plein de trucs sur plein de sujets, sur plein de domaines différents, mais aussi aller réellement se bouger quand il faut, quoi. Et j'y pense, je me disais aussi que souvent dans le film on parle juste des humains en général et de l'espèce humaine, et moi je trouve que c'est très important aujourd'hui de faire la différence entre certains groupes de la population. Par exemple, nous on est occidentaux, l'Occident fait partie du problème, mais peut-être que nous on fait moins partie du problème. Et pareil, des fois j'entends ce discours de l'espèce humaine est un cancer pour la Terre, et justement vous le montrez bien dans le film, en fait il y a des... non, l'humain peut très bien vivre avec le vivant. Et... Ouais, totalement. Oui. Je pense que ça, c'était la posture de Bella au début du film, où c'était l'espèce humaine est un problème, genre altérant dans une posture je hais les humains. Alors que Cyril et moi, on était en mode c'est peut-être plus compliqué que ça quand même. Et oui, c'est un peu le débat aussi entre Anthropocène et Capitalocène, un peu. L'idée d'Anthropocène, elle a été construite par un prix Nobel de chimie d'ailleurs, pour dire aujourd'hui que les transformations géologiques qu'on peut observer, elles sont l'œuvre de l'espèce humaine en tant que telle. Et pour situer d'ailleurs ce prix Nobel de chimie, je crois qu'aujourd'hui c'est quelqu'un qui milite pour la géo-ingénierie typiquement.
Et l'idée de Capitalocène, elle est venue plus tard. Je ne sais plus exactement qui a conceptualisé cette idée, mais c'est l'idée que c'est un système économique donné, le capitalisme, qui est à l'origine des destructions de notre monde, qu'on peut observer, quoi. Et d'ailleurs, en parlant de capitalisme, je pense que c'est hyper important de préciser ce qu'on entend par capitalisme, parce qu'il y a souvent des malentendus par rapport à ça. Et pour faire ça, justement, on a besoin de faire un peu d'histoire. Parce que chez Marx, il y a le Marx connu du grand public, qui est souvent assimilé à la critique du capitalisme, qui est en gros celui qui a écrit le manifeste du Parti communiste, celui qui a conduit au marxisme-léninisme, au stalinisme, au maoïsme, etc. et qui ne remet pas fondamentalement en cause les concepts centraux du capitalisme, et qui est aussi un Marx autoritaire. Et en fait, il y a un Marx moins connu du grand public et qui cohabite en fait dans ses œuvres, qui fonde sa critique sur la remise en cause des cadres conceptuels du capitalisme, donc notamment la valeur, le fait que chacun d'entre nous puisse être assimilé à de la valeur économique, le fait qu'une forêt c'est de la valeur, le fait, on pourrait continuer comme ça longtemps, quoi. La forme de la valeur qu'est la marchandise, qui est hyper centrale dans le capitalisme. Le travail en tant qu'activité de production de valeur, ou même le passage, par exemple, du temps des cycles biogéochimiques au temps abstrait des horloges, quoi. Donc, c'est concrètement, par exemple, le fait qu'on ne respecte pas le temps des saisons, l'alternance jour-nuit dans le travail, etc. Et quand on analyse les systèmes économiques à partir de ces concepts-là, on remarque qu'on les retrouve aussi dans l'URSS de Staline, dans la Chine de Mao, etc. Et donc, construire une société écologique, c'est construire sans ces concepts-là, mais plutôt sur des concepts comme la liberté au sens libertaire du terme, donc la liberté dans l'égalité et l'égalité dans la liberté. Il y a un modèle politique qui est hyper intéressant de ce point de vue-là, c'est le municipalisme libertaire, qui est notamment mis en place au Rojava. Si ça vous intéresse, je pourrais en parler un peu plus. Et sur les interdépendances au sein du vivant. C'est à partir de ça qu'on peut fonder une société écologique, quoi. Merci. Bonsoir. Comment ne pas perdre espoir quand on sait que finalement il n'y a que l'économie qui prime dans ce monde? C'est vrai que parfois ça peut être dur, notamment dans un contexte post-élection. Mais même si parfois on peut perdre espoir, il ne faut pas céder aux tentations un peu effondristes ou se dire que bon, de toute façon tout est foutu, quoi. Parce que dans ce cas-là, on reste les bras croisés dans notre canapé toute la journée, ou alors on cède un peu à des trucs, on tente des trucs survivalistes, quoi. Et je pense que ni l'une ni l'autre de ces deux solutions ne sont vraiment des solutions. Et qu'il faut justement, au contraire, essayer de trouver des modes d'action où on a l'impression de vraiment être utile, quoi, d'être efficace. Et pour moi, la question, elle est du coup surtout autour des modes d'action qu'on utilise aujourd'hui. Et typiquement, pour reprendre cet exemple, parce que moi c'est un exemple que je connais, les maraudes, typiquement, c'est un petit truc, entre guillemets, c'est pas très compliqué, mais t'as l'impression que ça sert quand même à quelque chose, quoi. Et tu crées quand même des liens avec des gens parfois, et en parallèle, tu peux aussi participer aux mouvements sociaux et tout, quoi. On va prendre j'ai vu qu'il y avait 2 questions, et après on va arrêter. Tu parlais du fait de savoir se bouger quand il faut. Et pour toi, quel est le mode d'action, nous, en tant qu'étudiants, qu'on pourrait prendre en premier qui soit efficace? Est-ce que c'est individuellement arrêter de consommer des protéines animales, faire des petits gestes du quotidien, ou est-ce que c'est aussi se retrouver en collectif, marcher, faire des actions? Je pense notamment aux actions qui ont été faites récemment dans les musées. Voilà. Ou même en tant que... je sais pas, nous, là, la Brochette, on est étudiants en cinéma, par exemple. Est-ce qu'on doit créer des formes artistiques qui vont éveiller les consciences? Qu'est-ce que tu penses qu'on doit faire? Individuellement, il y a des trucs à faire, comme j'ai dit tout à l'heure, mais je pense que s'arrêter à ce niveau-là, ça suffit pas du tout. Déjà, oui, de part de votre cursus, et ce qui est hyper important pour nous en tant qu'étudiants et étudiantes, c'est ce qu'on va faire plus tard, le métier qu'on va faire plus tard. Et créer de nouveaux imaginaires, tout ça, c'est hyper important. Et Cyril, il en parlerait sûrement mieux que moi. Et après, il faut s'engager dans des collectifs et tout. Et ça dépend de ce qui se passe, du contexte
politiques et économiques, quoi. Des sujets qui sont sur la table. Après, par rapport au musée, moi j'avoue que je suis sceptique. Je pense que si l'objectif c'était de faire parler du sujet, ça marche, mais en termes d'efficacité, pour moi il n'y a eu aucun changement politique, économique ou quoi que ce soit après ces actions, quoi. Donc il faut faire attention. C'est souvent un écueil dans lequel on peut facilement tomber. Il faut faire attention à ne pas juste céder à de la démonstration ou à de la pure représentation dans nos modes d'action. En gros, vraiment essayer de réfléchir à qu'est-ce qui peut être efficace. Et même les mouvements sociaux, en vrai, c'est hyper compliqué de dire qu'est-ce qui va être efficace. Pour moi, les grèves pour le climat et les marches pour le climat, au début, ça a été utile parce que ça a permis de mettre le sujet sur la table. Mais j'avoue que la dernière grève pour le climat, par exemple, j'y suis pas allé parce que pour moi, ça servait strictement à rien, quoi. Et que ça aurait aucun impact. Donc il faut essayer d'analyser les potentiels impacts et l'efficacité de tout ça. Oui. Par rapport au titre du documentaire, plutôt sur les animaux, en fait, est-ce que le fait d'être parti un peu à l'aventure, à rencontrer plein de gens, mais aussi à voir les animaux de près, est-ce que vous diriez que ça vous a changé quelque part humainement ? Sûrement un peu, parce que moi je suis urbain de base, mais pas forcément le fait d'aller au Kenya ou quoi que ce soit, même le fait d'aller au bec et loin et de sortir de la ville, quoi. Et après, j'avoue que moi je fonctionne aussi pas mal sur la théorie, enfin pour changer mes idées, j'ai besoin d'autres idées, quoi. Donc je dirais que c'est la complémentarité entre les deux. Merci. Merci Vipulane. Il y a plein de trucs. Une dernière question ? Donc la prochaine action. Je sais pas, moi, c'est beaucoup trop vague. Il y a trop de trucs qui se passent. Il y a trop de trucs qui se passent toutes les semaines. Je saurais pas dire le truc auquel il faut aller la semaine prochaine. J'ai pas réfléchi à ça. Ah, mais ça, vous pouvez faire ça avec des potes et juste aller dans votre quartier ou dans des endroits où il y a des camps, des campements ou des trucs comme ça. Et juste monter un truc. Nous, c'est ce qu'on a fait au début. On était juste 5-6 potes. Et puis après, là, on est 50, 60, trucs comme ça. Et c'est super facile à monter, notamment dans un cadre universitaire, quoi. Et dernier truc, si je peux avoir encore 3-4 minutes, quelques lectures pour aller plus loin, que je vous conseille. Déjà, quelqu'un dont j'ai déjà parlé, Manière d'être vivant de Baptiste Morisot, qui pour moi est vraiment la meilleure première approche du sujet. Ensuite, Les diplomates, le suicide c'est cohabiter avec les loups sur une autre carte du vivant, aussi de Baptiste Morisot, qui explique comment on peut mettre en place des solutions concrètes pour que les troupeaux, les humains et les loups cohabitent sur le même territoire. Donc par exemple, il parle des recherches d'un Américain qui explique que en fait, le loup c'est un animal hyper territorial. Donc le loup délimite son territoire à partir de ses laissés, quoi, donc de ses excréments. Une meute de loups reconnaît les laissés des loups de sa meute, quoi. Et donc à l'inverse, quand ça va être le territoire d'une autre meute, le loup est capable de sentir les laissés et de reconnaître que c'est pas sa meute et que donc il faut pas qu'elle aille sur ce territoire, sinon il peut avoir des problèmes, quoi. Donc en posant des espèces de faux marqueurs territoriaux, on peut réussir à créer des zones où les loups ne vont pas forcément aller, quoi. Il y a plein de recherches sur le sujet, c'est un truc hyper émergent, mais ça montre que concrètement il y a des solutions pour trouver des moyens de cohabitation, quoi. Le troisième livre, il s'appelle Apprendre à voir de Estelle Zong-Mengual. Ouais, j'ai entendu, c'est la femme de Baptiste, enfin c'est la compagne de Baptiste, qui est une historienne de l'art et qui, à partir du travail de femmes naturalistes et de peintres, essaye de comprendre comment on pourrait ne pas voir le paysage comme simplement quelque chose qui est façonné pour le regard humain, mais plutôt comme un lieu où il y a un nombre incalculable d'espèces qui habitent, où il y a des interdépendances complexes, etc. C'est vraiment magnifique, et en vrai c'est quelque chose qui est aussi valable pour les humains. Typiquement les gens qui sont
qui sont à la rue ou qui dorment dans le métro, aujourd'hui, c'est comme s'ils étaient intégrés au mobilier urbain quoi, quand on se déplace. Et de la même manière, pour prendre un autre exemple, quand on regarde certaines des forêts françaises, on ne fait pas forcément attention, mais en fait, c'est juste souvent des plantations d'arbres mono-espèces, mono-âge. Donc, c'est pas vraiment des forêts, quoi. Et quand on n'a pas l'œil, enfin, quand on fait pas gaffe, juste, on ne se rend pas compte. Et d'ailleurs, précision que m'a dit hier Laurent Tillon, la plupart des forêts qui sont en plantation, c'est souvent des forêts privées, parce qu'il y a un tiers des forêts qui sont gérées par l'ONF, mais le reste, c'est des forêts privées, avec des coopératives de forêts, etc. Le 4e livre s'appelle Le capitalisme dans la toile de la vie, de Jason Moore, M-O-O-R-E. Alors, celui-là, il est un peu indigeste, et je vous conseille de passer le premier chapitre, parce qu'en fait, il a été écrit dans un contexte où, justement, il n'arrivait pas à dépasser le dualisme nature-culture, du coup, il essaie de tâter plein de trucs, mais c'est pas très concluant. Mais les autres chapitres sont super intéressants pour avoir justement l'histoire économique et comprendre mieux la réalité de notre système économique aujourd'hui, quoi. Et le dernier livre, ça s'appelle Hommage au Rojava, et c'est justement des combattants et combattantes internationalistes qui sont partis combattre avec le Rojava, qui témoignent. Donc pour décrire en deux phrases ce qui se passe au Rojava, donc ça correspond au Kurdistan syrien, et c'est un territoire qui est à la fois en lutte ou qui est aliéné par l'État syrien de Bachar al-Assad, par l'État turc de Erdogan, et en même temps ils font partie des seuls, ou presque, qui ont lutté sur le terrain, enfin sur le sol quoi, contre Daesh, contre l'État islamique, parce que la coalition internationale avec la France, les États-Unis, etc., était surtout dans les airs. Donc malgré ce contexte géopolitique hyper tendu, ils ont réussi à mettre en place le municipalisme libertaire, même si ce n'est pas encore parfait. Donc en essayant de prendre des décisions à l'échelle locale pour tout ce qui concerne l'éducation, la répartition des terres, la répartition des richesses, l'alimentation, etc. Et en essayant de faire des assemblées populaires ou du tirage au sort et des mandats révocables s'il faut aller à un échelon supérieur, quoi. Donc c'est assez intéressant ce qui se passe là-bas et je vous conseille vraiment de vous renseigner si ce sujet vous intéresse. Voilà, et merci d'être resté.